bien, merci d'être là, merci d'avoir bravé la pluie et la nuit et les choses tellement passionnantes qui se passent à la télé. Mais voilà, vous avez fait acte de liberté, je vais y revenir, puisque manifestement, personne ne vous a obligé à être là. Et donc, c'est déjà le signe de quelque chose. Alors effectivement, je vois que Claude a de bonnes lectures aussi, puisqu'il a pompé mon site pour me présenter. Et c'était un bon réflexe. Voilà. Bon, alors c'est vrai que depuis maintenant 16 ans, oui, je fais ce que je fais maintenant, c'est-à-dire j'enseigne à la faculté de théologie d'Angers, la philosophie de la culture et philosophie de l'homme, comme il continue de l'appeler, c'est-à-dire en fait l'anthropologie. J'écris des livres, je coach des chefs d'entreprise, je fais des conférences, et puis j'écris des livres pour me détendre. Et puis voilà, puis tout va bien. Et je suis consacrée au Christ depuis 1986. Et j'ai vécu 22 ans dans une congrégation religieuse de laquelle je suis sortie pour pouvoir vivre mes vœux. Alors, qui comprendra, qui a des oreilles pour entendre. Donc, je suis canoniquement laïque, ecclésialement consacrée, existentiellement sœur. Mais vous pouvez m'appeler Marie-Christine, ça me va très bien. Alors, je vais me dépêcher d'aller vite parce que je sens déjà Claude va pas tarder à me couper la parole en me disant il faut qu'on ait du temps. Effectivement, j'aime bien moi aussi. Je lui ai demandé de le faire parce que j'aime bien qu'on ait du temps pour échanger. C'est un sujet hyper compliqué, je vous le dis tout de suite. Hein, vous allez bien vous concentrer là parce que c'est quand même pas simple cette histoire de liberté, surtout quand on a saisi cette question au niveau de l'anthropologie, c'est-à-dire ce qui définit la personne. Alors, je vais pas pouvoir tout dire. Alors, je vais essayer de dire des choses qui me paraissent à dire ce soir, parce qu'on les entend pas toujours aussi clairement, je crois, j'espère en tout cas être clair sur ce que je vais dire. Et puis après, je veux dire, il faudrait 3-4 conférences à suivre pour pouvoir aller au bout de la question. Alors je vais me contenter de lancer des grandes lignes, et puis à partir de là, vous allez me dire ce qui vous intéresse plus, puis on approfondira un point ou un autre. D'accord ? Hein ? Vous avez le droit de partir avant la fin, ça je serai pas vexé. Hein ? Vous faites discrètement quand même, parce que... D'accord ? Voilà. Alors, la liberté, un art de vivre, point d'interrogation. Oui, la liberté est un art de vivre, point. Alors, je vais expliquer un petit peu. On va procéder pas à pas. Notre spécificité humaine, notre manière tout court, puisque nous sommes des êtres humains, d'être au monde est donc une réalité extrêmement complexe. Et la liberté est l'une des manifestations de cette spécificité. C'est l'une des manifestations, et je ne parlerai pas des autres, il y en a d'autres, mais celle-ci est l'une des manifestations de notre spécificité. Et je vais parler de la liberté ici comme caractéristique humaine, et je vais en parler sur un plan anthropologique, c'est-à-dire ce qui relève de la connaissance de l'humain indépendamment du sens qu'on va donner à ce qu'on trouve. Hein. Exemple, tout de suite, ce que j'ai à faire quand même, si j'ai bien compris, vous êtes plus ou moins chrétien, hein, plutôt plus que moi, eh bien, par exemple, le péché n'est pas une réalité anthropologique, en rigueur de terme, c'est une donnée théologique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une clé qui nous permet de comprendre des choses, mais ça fait partie d'une option philosophique, et ce n'est pas, en fait, en réalité, une donnée qu'on peut avoir, à laquelle on peut avoir accès simplement en étudiant la personne humaine. On ne peut que constater, par exemple, que c'est compliqué pour un être humain de trouver sa satisfaction. Oui. Ça va faire partie du fil qu'on va suivre. Mais après, de dire, c'est à cause du péché, la chute, les anges, les pommes, les machins, ça, c'est tout à fait hors champ anthropologique en rigueur de terme. Alors, je le dis quand même, petite note de bas de page, que la plupart du temps maintenant, parce que ça fait moderne, c'est comme à un moment, on a cessé de parler de morale, on s'est mis à parler d'éthique sans changer de discours. Eh bien, là, c'est pareil, il semblerait que le mot philosophie, pourtant c'est un très beau mot, et là encore, c'est une discipline qui essaie d'honorer le sens, eh bien, ce beau mot de philosophie est en train de disparaître des catalogues de formation, et à la place, sans changer de discours, on met anthropologie. Alors, on a l'anthropologie de Platon, on a l'anthropologie de saint Thomas, on a je veux bien, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose que l'anthropologie, c'est-à-dire, en fait, la connaissance de l'humain, quel que soit notre point de départ philosophique, on doit avoir affaire à l'être humain, qu'il soit bouddhiste, chrétien, athée, d'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a longtemps, ou de l'immédiat. Donc, voilà. Alors, je vais essayer de suivre le fil sur le terrain d'anthropologie. Et qu'est-ce que ça va nous donner ?
Eh bien, ça nous donne, et alors derrière, il y a toute une armature, ces hypothèses-là sont vérifiées du point de vue clinique, mais je ne vais pas aller dans les détails par rapport à ça, je vais plutôt vous dire tout de suite où est-ce qu'on en est. Il semblerait que la liberté, c'est ce qui se révèle à hauteur de chaque personne par une obligation, parce que c'est paradoxal, mais c'est comme ça, une obligation de choisir. C'est-à-dire, une personne humaine se caractérise, entre autres, par le fait qu'elle est toujours obligée de choisir. C'est un état de fait. Et vous en êtes la preuve. Aujourd'hui, vous avez choisi, là maintenant, vous avez choisi de venir à cette conférence. Et maintenant que vous y êtes arrivé, vous êtes en train de choisir quel est le degré d'attention que vous allez prêter à la conférence. Et puis jusqu'où vous allez résister au sommeil, si toutefois vous décidez de résister. Et puis je pourrais continuer très loin. Donc, peu ou prou, on est toujours en train de faire des choix. Notons d'emblée que la liberté comme capacité de choix n'est pas à confondre avec la liberté comme espace public d'expression de ses choix. Tout à l'heure, on en a fait une allusion quand le président des Amis de la Vie nous dit, par rapport à la presse, la liberté de la presse, etc., évidemment, il y a un rapport, mais attention, la liberté est une chose, l'espace public pour exprimer nos choix en est une autre. Et ça, il faut. Alors, dans le discours habituel, médiatique, etc., on confond complètement. On dit on va restreindre nos libertés, ok, il y a l'état d'urgence, tout ça, restreindre. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement qu'il faudrait être plus précis et dire on restreint l'espace public pour exprimer nos choix. Encore faut-il que ces choix soient des véritables choix. Donc, pour le dire autrement, on peut très bien être dans une démocratie ouverte comme la nôtre et ne pas savoir quoi faire de sa liberté. Inversement, on peut être dans des dictatures et continuer à manifester sa liberté. Donc, attention à ne pas confondre les deux. On imagine parfois qu'il suffit d'ouvrir l'espace public d'expression de la liberté et hop, la liberté devient un art de vivre automatiquement. Non. L'inverse est vrai, je reviendrai. Choisir est donc une chose, exprimer son choix, le rendre public, en est une autre. Et avoir la possibilité d'exprimer ses choix dans une large mesure est une chose, se montrer capable de choisir, en connaissance de cause, en conscience, en est une autre. La liberté d'opinion, d'expression, la liberté d'engagement reste affaire du sujet de conscience, subjectif donc, affaire subjective. Le politique ne peut que garantir l'espace public de ces manifestations, il le fait de manière plus ou moins restrictive. Je vous ferai remarquer que même dans une démocratie aussi ouverte que la nôtre, eh bien, il y a des bornes à l'expression de la liberté. Par exemple, on n'a pas le droit d'exprimer des propos racistes ou des appels à la haine, etc. C'est interdit par la loi. Donc, vous voyez, même dans une démocratie, il y a un moment, bon, ça n'empêche pas les gens de penser ce qu'ils pensent. Si toutefois, évidemment, on peut dire qu'on pense quand on tient des propos racistes. Mais enfin, voilà. Les personnes peuvent tout à fait dire, moi, je continue de penser ce que je pense, mais j'essaie d'éviter d'exprimer publiquement. Voilà. C'est compliqué maintenant avec les téléphones, ça, on capte les trucs. Alors les gens se mordent un peu les lèvres, on ne sait pas. Mais enfin, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Seulement, on peut quand même sanctionner l'expression, l'occupation d'espace public par certaines opinions, etc. Donc, évidemment. Alors, je reviens sur cette affaire. Donc, je fais un pas. Choisir s'impose. Bon. Je me trouve en permanence devant des alternatives. Je dis chacun, à hauteur de des alternatives. Des possibles, plus ou moins, ou radicalement incompatibles entre eux. Je ne peux pas être à la fois au four et au moulin, dit le coma, n'est-ce pas? On ne peut pas être à la fois à la conférence et au match de foot, ou je ne sais pas s'il y a un match de foot entre les poussins de Nantes, là, les petits jaunes, et puis bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne peut pas être à la fois les deux. Bon, on essaie avec nos appareils d'être à la fois aux deux choses, mais on voit que ça pose d'autres problèmes. Choisir s'impose. Alors vous allez me dire, mais si je vous sens bien au taquet là, vous allez me dire, ah mais les animaux aussi choisissent entre paresser au soleil ou partir à la chasse, entre approcher l'autre sexe ou retourner à sa gamelle. Et nous sommes nous aussi des mammifères. Ah oui, mais nous sommes des mammifères très spéciaux. Très spéciaux. Pas comme eux, justement. Pas comme eux. Vous allez me dire, entre le grand singe et l'animal, et la personne humaine, il y a donc à peu près quelque chose comme 98% de patrimoine génétique qui serait commun.
Oui, mais il y a 2% qui ne le sont pas. Et je parle souvent du rapport de la purée au sel, vous voyez. Quand vous faites une purée, ou un plat de nouilles, ça marche aussi, vous ne mettez pas autant de sel que de nouilles. Oui. Mais la pincée de sel change tout. La pincée de sel. Or, il apparaît que le peu qui nous sépare de l'animal, ce peu-là change tout le reste. Et du coup, la manière qu'on a de nous rapporter, y compris à notre corps, est radicalement, au niveau qualitatif, quelque chose de totalement différent de la manière qu'ont les animaux de se rapporter. Si on peut parler comme ça, c'est de l'anthropomorphisme, effectivement, que j'exprime ici, que les animaux ont de se rapporter à eux-mêmes. Cela étant, ça n'entraîne pas, par rapport au règne animal, le droit de faire n'importe quoi, de les violenter, etc., etc. Moi, je suis pour le respect des vivants, et je pense que là, on a une grande marge de manœuvre. Donc, ça suppose pas qu'on maltraite les animaux, pas du tout. Simplement, on est différents, radicalement différents. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, les animaux, eux, suivent leur pulsion, et sont contentes. Quand je dis sont contentes, c'est qu'ils sont contents avec ça. Ils sont contents de satisfaire à des pulsions que l'on dit animales, qui sont celles que nous partageons avec eux, de vie et de survie de l'espèce. Voilà. Donc eux, ça leur va. Ils ont faim, ils mangent, ensuite ils font la sieste, ça leur va. Bon. Vous, là, il y en a peut-être parmi vous, peut-être certains n'ont pas eu le temps de dîner, donc vous avez un petit creux, pourtant vous restez là. Vous restez là parce qu'il y a une conférence, parce que bon, puis ça fait pas mal jeûner, puis je sais pas quoi, il y a des tas de raisons. Mais vous seriez Médor. D'abord, vous seriez pas venu à ma conférence. Et alors, si par hasard Médor était là, il se dit, il y a une gamelle qui traîne quelque part, et moi j'ai un petit creux, moi je vais manger, c'est tout. Ou bien c'est le moment du rut, moi je fais cric-crac, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas de problème. Alors qu'ici, peut-être je regarde personne, il y a peut-être des gens amoureux là, mais ils vont attendre un peu, ils vont faire, il y a des détours avant d'eux. Bon, donc on voit bien les pulsions de survie, les pulsions qui nous maintiennent en vie, etc., ou qui maintiennent en vie l'espèce. Ce sont des pulsions qui existent ici, chez nous, évidemment en nous, mais on les traite de manière totalement indirecte, alors que les animaux les traitent en ligne directe. Et avec eux, et avec ça, ils sont contents. Nous, on n'est pas contents. Nous, on est toujours en train de chercher notre vie heureuse, et la satisfaction des pulsions sont loin de nous aider toujours. Voilà. Nous sommes toujours obligés de décider de ce qu'on fait, de ce qu'on en fait. Voilà. J'ai faim, oui, mais j'attends que ce soit l'heure. Oui, mais j'attends les compagnons. Oui, mais j'ai des règles de bonne tenue à table. Partout depuis qu'il y a de l'humain, y compris, et contrairement aux images d'Épinal qu'on a parfois des premiers hominés, dès qu'on a affaire à l'humain, on a affaire à des règles de bonne tenue autour du repas. Alors c'est pas évidemment pas les mêmes. Là, on a inventé la fourchette là du côté de la Renaissance italienne pour maintenant voilà. En Asie, c'est les baguettes. En Afrique, on prend la main, pas n'importe laquelle, pas n'importe pas n'importe quel doigt. On choisit dans le plat commun, pas dans n'importe quel sens, etc. Et pas n'importe quel morceau en fonction de son statut dans la tribu. Enfin, il y a tout un tas de règles et aucune personne n'a un rapport au repas en particulier sans qu'il y ait des règles. Alors, je parle du repas, je parle du rapport au corps. Bien sûr qu'on se protège du froid, du chaud, de tout ce que vous voulez, mais enfin, faut reconnaître que c'est un peu, c'est compliqué, quoi. Enfin, on a des rapports aux vêtements. Aucune personne n'est nue, contrairement à ce qu'on croit. On dit, si, quand même, les pygmées, ils sont comme pas très habillés. Ah, mais il y a des peintures. Il y a des peintures, il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des choses dans les cheveux, il y a des trucs dans le nez. Enfin, de toute façon, on fait quelque chose. Ah, mais si, vous avez, je sens que vous allez me dire, mais il y a les naturistes quand même. Les naturistes quand même, mais ils sont pas très habillés. Ah ben oui, non, mais on n'est pas nature quand on est naturiste. J'ai pas une pratique personnellement de l'affaire, mais ce que j'en comprends, c'est que quand même, on passe chez le coiffeur, on se rase, tout ça, on se fait un peu de pchit pour sentir bon, enfin, etc. On n'est pas brut de décoffrage. Et contrairement à ce qu'on imagine. Et donc, ça signale simplement qu'on a affaire à de l'humain. Donc, pour prendre quelques exemples parmi d'autres, vous voyez que là, on a un rapport qui est tout à fait différent de celui des animaux.